Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un véritable tournant stratégique qui s'est opéré hier avec la réception au Palais Royal de Rabat des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sa Majesté le roi Mohamed VI acte avec brio un nouveau momentum dans les relations séculaires qui lient le royaume à ces trois pays du Sahel. Car derrière les poignées de main et les discours officiels, c'est bien une recomposition du paysage géopolitique africain dont il est question. Oui, Rabat prend date avec l'histoire, l'histoire avec un grand H. Et aujourd'hui, le Sahel ne regarde plus vers le nord ou l'est, il regarde vers l'Atlantique. Mûrement réfléchi, porté par le souverain et annoncé à l'occasion du discours royal du 6 novembre 2023, l'initiative royale pour l'Atlantique vise à consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée au niveau des 23 États africains atlantiques. L'initiative veut briser l'enclavement économique des pays sahéliens ou, pour reprendre les termes du souverain, je cite Sa Majesté le Roi, « Si par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l'Europe, son versant atlantique, lui, ouvre quant à lui un accès complet sur l'Afrique et une fenêtre sur l'espace américain. Nous sommes également attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l'objet d'une structuration de portée africaine. » Fin de la citation royale. Ni tutelle ni dépendance, un partenariat d'égal à égal dans l'esprit d'une Afrique maîtresse de son destin. Voici en partie la vision du souverain pour notre continent. Nous discutons de ces aspects-là ce soir en compagnie de mes invités. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le vice-doyen de la faculté Sciences Po, Gouvernance, Sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Il est également chercheur associé au Policy Center for the New South de Rabat, Khalid Chkraoui. Bonsoir et merci de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Un plaisir renouvelé aussi d'accueillir l'expert en relations internationales, professeur de cette spécialité à l'université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir. Bonsoir Lala Khadija, merci beaucoup. Tout d'abord, messieurs, parmi les déclarations qui ont fait suite à cette réception au Palais Royal de Rabat hier des ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, on va s'arrêter sur celle du ministre burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré, qui s'est dit impressionné par l'amour porté par Sa Majesté le Roi à l'Afrique et aux Africains et sa parfaite connaissance des pays et de la sous-région, ainsi que sa grande disponibilité à co-construire de nouveaux rapports avec ses frères africains. Fin de la citation du chef de la diplomatie burkinabé. Un commentaire, messieurs. Professeur Chkraoui. Oui. Déjà, ce n'est pas une surprise, oui. en tout cas pour nous. Il suffit de voir le nombre de voyages que Sa Majesté a effectués vers le continent. D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé au trône alaouite jusqu'à aujourd'hui, la mise en place d'une véritable politique africaine du Maroc, un retour sans coupure d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes croient que c'est nouveau, ce n'est nullement nouveau, c'est juste une manière de refaire les choses autrement. Il y a une nouvelle méthodologie d'avoir des rapports interafricains sous de nouveaux auspices, allant beaucoup plus vers des rapports win-win entre les pays, ne pas s'ingérer dans les questions et les contradictions internes de ces pays, prendre toujours des distances avant de se lancer dans des jugements, que ce soit quand il y a des changements de pouvoir dans l'une ou l'autre des capitales. Donc ce sont des choses extrêmement importantes. Et puis, il y a une grande intimité que Sa Majesté a pu tisser avec le continent africain, que ce soit cette Afrique subsaharienne de l'Ouest, sahélo-saharienne, avec laquelle on a des relations plus que centenaires, sinon millénaires, avec des relations extrêmement importantes, et bien sûr avec les autres régions de l'Afrique. Juste un petit point qu'il ne faut jamais oublier, et là je reprends un peu cet espace extrêmement important, parce que là on parle de trois pays principaux, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Malgré tous les soubresauts, rappelez-vous que pendant les années 60, et à titre d'exemple, le régime du Mali, quand il a chaviré vers ce qu'on appelait à l'époque le socialisme scientifique, à l'époque de Moussa Traoré, ils ont reconnu l'entité séparatiste, mais malgré tout cela, la clairvoyance de Sa Majesté Hassan de l'époque, qui a continué avec Sa Majesté Mohamed VI, on n'a jamais coupé les relations avec ces pays-là. On a toujours continué à avoir des relations
plus ou moins privilégiés. Certes, ce n'était pas parfois c'est-à-dire le meilleur des moments, mais on a toujours gardé des relations extrêmement importantes avec eux, sachant que le jour viendra où les choses vont revenir à leur normalité. Et je pense d'ailleurs, Sa Majesté, quand il avait visité le Mali à l'époque de Ibeka, nos relations extrêmement importantes avec le Niger, d'ailleurs qui a eu toujours des positions extrêmement positives vis-à-vis du Maroc, et bien sûr le Burkina. Ça fait plus de 30 ans qu'on a des relations extrêmement exemplaires et je pense que c'est plus que des intérêts politiques, c'est plus que des intérêts économiques, c'est une réelle relation d'intimité, une compréhension au fond des choses et un rapport culturel, social extrêmement important que Sa Majesté a pu tisser avec ces régions, pas seulement avec les présidences et le gouvernement, mais aussi avec les sociétés, les peuples et les cultures. Qui vont au-delà des changements de pouvoir que vous avez évoqués tout à l'heure. Justement, sur cette question, un rappel des facettes du soutien marocain à l'Alliance, comme rappelé d'ailleurs par le ministre nigérien des Affaires étrangères, qui a salué le soutien du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI Zakaria Boudahab. Ces pays sont peut-être triplement, non pas marginalisés, mais défavorisés. D'abord, ils sont enclavés, il faut le dire, quand bien même ils constituent de manière conjuguée presque 2 millions, sinon plus, de kilomètres carrés et partagent des frontières. Vous prenez le Mali, il a 6 frontières terrestres avec des pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, etc. Deuxièmement, évidemment, quand on parle de l'enclavement, ipso facto, on parle du changement climatique et ses impacts considérables sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, etc. En troisième lieu, ce sont des pays qui sont sanctionnés jusqu'à aujourd'hui par l'Union africaine, suspendus en réalité après les changements dits non constitutionnels selon la terminologie utilisée par l'Union africaine. Et par ailleurs, de rechef, ils avaient décidé de se retirer définitivement de la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, et c'était définitivement janvier 2024. Sachant bien, Madame Khadija, souvenons-nous, il y a quelques mois, quelques semaines à peine, le Maroc a été pionnier en matière de contacts non formels qui ont été, ces contacts au pluriel, noués avec ces pays au sein du Conseil de paix et de sécurité. Il avait donc activé une possibilité qui est prévue dans le protocole qu'a mis sur pied le Conseil de paix et de sécurité, et déjà, ces pays, en plus du Gabon et de la Guinée, pas le Soudan bien entendu, je crois que le Soudan, vu la situation, et déjà on a eu des réactions très positives par rapport à cette manière de voir du Maroc qui, au final, prend en considération les vulnérabilités. D'ailleurs, ces pays ont été frappés durement par les sanctions décidées ou décrétées par la CEDEAO, le Niger, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté, c'était officiellement en novembre 2023, avait entrouvert cette fenêtre d'opportunité géopolitique, géoéconomique, c'est-à-dire l'accès à l'Atlantique, ce qui fait que, moi je crois que c'est un courant d'air qui est favorable, un courant d'air qui est le bienvenu. Ça permet d'alléger la charge sur ces pays, ces populations, qui sont également vulnérablement frappées par la mobilité des groupes terroristes. Par conséquent, on peut dire que l'initiative de Sa Majesté est une initiative qui vient à point nommé, elle est stratégique, et puis son référentiel dans un patrimoine commun partagé avec tous ces pays. Et aussi des menaces partagées, elle se veut porteuse de paix et de stabilité dans la région du Sahel. Quel levier de son appropriation, Khalid Chegraoui? Déjà, juste pour continuer sur ce qu'a dit le professeur Zakaria Boudahab, juste une petite idée. Vous savez, ces pays-là aussi, effectivement, ils ont été doublement punis, déjà naturellement et politiquement. Mais il y a aussi quelque chose d'injuste qui se passe en Afrique, c'est la question des 2 poids, 2 mesures. Ce n'est ni le dernier, ni le premier, ni le dernier coup d'État qui va se passer dans un pays africain. Mais on a vu que beaucoup d'autres pays africains ont changé de situation, de système, de manière loin d'être démocratique et n'ont pas eu c'est-à-dire les mêmes sanctions. Bon, et je pense dans ce cadre-là, le Maroc avait raison de prendre un peu de distance avec un certain nombre de positions rigoureuses vis-à-vis de ces pays. Notamment celle de la CEDEAO. Oui, surtout. On critique beaucoup la CEDEAO, mais sur cela, il a fallu quand même qu'ils mettent un peu de sel dans leur cuisine ou dans leur beurre, afin de pouvoir gérer les situations autrement. Parce que quand on sanctionne des États, c'est beaucoup plus les peuples qui en souffrent avant les gouvernements. On n'a jamais vu des chefs d'État mourir de faim. Alors, cette question de levier,
c'est une question extrêmement importante. Je reviens juste à quelque chose de très important concernant ces trois pays. Zakaria a parlé de la superficie. Alors, concernant la population, aujourd'hui, ces trois pays forment le fond essentiel démographique des pays de la CEDEAO, avec un taux de croissance extrêmement élevé. Ça peut être quelque chose de négatif pour certains malthusiens de par le monde critiquant cette question, mais je pense que ceux qui vivent des changements, des transitions démographiques avec des reculs des natalités sont assez jaloux de ces pays. Donc, c'est le futur quand même de l'Afrique et du monde, cette jeunesse. Deuxième chose très importante, 80% des échanges externes de ces trois pays vont en dehors de la CEDEAO. C'est-à-dire économiquement, ces trois pays, ils sont à l'intérieur de la CEDEAO, mais n'en profitent pas réellement. Ce dont ils en profitent, c'est un peu les quelques ports que la CEDEAO leur offre et les passages par leur territoire. Et ça a vraiment peiné quand même ces gouvernements parce qu'ils voient très très bien qu'ils n'en profitent pas suffisamment ni de cet espace économique, ni de ce qu'il doit leur donner comme avantage et que leurs relations, en tous les cas, sont avec l'extérieur. Alors le Maroc arrive dans ce cadre-là. Le Maroc... Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative aujourd'hui qu'offre le Maroc en sachant qu'il y a déjà des routes classiques qui font que ces pays peuvent arriver à l'Atlantique sur des ports africains, Cotonou, Abidjan, Nouakchott, etc. Ça, on le sait. Il y a même des ports aujourd'hui qui en profitent énormément. Le port de Cotonou, il est à 80% lié à ces trois pays. Aujourd'hui, l'activité du port, elle vit grâce à ces trois pays. Mais les limites de développement et de croissance sont extrêmement... en fait, il y a beaucoup de limites. Et on n'arrive pas vraiment, vous voulez que dire ce soit en termes de routes maritimes, en termes de transit et en termes d'entrepôts et d'autres. Les quais sont petits, il y a un problème, un réel problème de non-pouvoir de développement de ces ports, d'agrandissement d'un certain nombre de ces ports, en plus d'autres problèmes liés à la gouvernance, à la gestion et à un certain nombre de choses critiquables par ailleurs. Et le Maroc, ce qu'il est en train d'offrir, c'est ce qu'il a toujours pu dire aux pays africains, principalement sahélo-sahariens, avec lesquels il a des relations extrêmement importantes et plus que centenaires, et de pouvoir revoir un peu les choses à l'aune de l'histoire. Rappelez-vous que cet espace a toujours été lié au Maroc, alors grosso modo à l'Afrique du Nord, mais principalement au Maroc, pendant des siècles et des siècles, jusqu'à l'arrivée de deux grandes forces. La force ottomane qui a occupé l'Afrique du Nord, sauf le Maroc, et qui a pu véhiculer une bonne partie de ce commerce vers le monde de l'Est et l'Est de la Méditerranée. Et l'autre force, c'est la force européenne, principalement les Portugais et par la suite les autres Européens, qui ont contrôlé les ports africains atlantiques et ont commencé à pomper un peu l'économie de ces régions. Et les privant de cette ouverture sur l'Atlantique, parce que c'est ce qui a fait que les Africains sont restés un peu en retrait par rapport à l'Atlantique. C'est ça, c'est à cause de cette présence coloniale. D'ailleurs, n'oublions pas que l'Atlantique a quand même un point extrêmement douloureux qu'il va falloir soulever. C'est l'espace de la traite négrière. D'ailleurs, c'est une des meilleures raisons qui a fait que les Africains vont fuir l'Atlantique. Et alors, au XVIIIe siècle, à l'époque de Sidi Mohamed Abdallah, on va revoir ça. C'est la construction du port de Saouira et le transfert du commerce transsaharien vers ce port à travers, si je le mets ça, vers Tombouctou, ce qui va plus ou moins booster ce commerce. Arrive la colonisation principalement française qui va mettre en place un certain nombre de frontières et ces frontières-là vont complètement enclaver ces pays-là et vont leur interdire carrément de pouvoir s'exporter vers l'extérieur. Alors, ce qu'offre le Maroc aujourd'hui, c'est que les espaces maritimes ne sont pas seulement des espaces nationaux, c'est des espaces de partage, c'est des espaces aussi à partager. L'idée du Maroc, c'est un peu, et là je reviens un peu à la proposition marocaine du gazoduc Nigeria-Maroc. Ne pensons pas seulement à la question du transport d'un produit d'hydrocarbures, le gaz. C'est beaucoup plus un projet intégré de production d'électricité lorsqu'on sait que 85% du territoire ouest-africain rural est non électrifié jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus pour booster les économies locales. Quand on met de l'électrification dans la région, on développe aussi l'industrie et on peut aller vers d'autres modèles de développement économique. De sécurité alimentaire via la production d'engrais phosphatés à partir du gaz, par exemple. Si vous avez
une sécurité alimentaire garantie, vous avez un développement industriel de transformation, quoi que vous voulez dans la région, vous avez une électrification du monde rural et du monde urbain, quand on voit les délestages qui sont aujourd'hui légion dans la région, là, ça va résoudre par ricochet l'ensemble des autres problèmes. Limiter le recrutement des bandes organisées, des bandes justement, par rapport à cette question sécuritaire, est-ce que c'est un frein aujourd'hui à l'élaboration de cette, ou la mise en œuvre, pardon, de cette initiative Afrique-Atlantique, professeur Abou Dahab, bien sûr, le gazoduc Afrique-Atlantique, parce que maintenant, c'est plus Nigeria-Maroc, c'est le gazoduc africain-atlantique, c'est déjà un levier de mise en œuvre. Il transforme l'équation énergétique, cela est clair avec la découverte de gisements de gaz au Sénégal et en Mauritanie. Mais il reste la question sécuritaire. Hein. Peut-être un point sur cela, sur ce frein, sur peut-être ce potentiel obstacle au développement de ce processus Afrique-Atlantique et comment le dépasser à travers peut-être une collaboration beaucoup plus élargie internationale. La menace, elle est globale et transnationale. Nous en sommes aussi interpellés par beaucoup d'égards. Et par extension, le territoire aujourd'hui a une notion qui n'est pas seulement géographique, conceptuelle même, mais on parle de sécurité humaine. Mais je voudrais dire, Madame Khadija, il faut prendre en considération, moi je crois, 2 ou 3 éléments pour résumer. La question de la sécurité, elle est fondamentale. L'optimisation de la façade atlantique, qui est aussi une initiative marocaine et particulièrement royale, dont le premier volet qui a été décidé à partir des réunions ministérielles, les premières, ou la première c'était en 2022, c'est la question du dialogue en termes de sécurité stratégique. Et puis il y a des questions d'économie bleue, etc. Il est vrai que les 3 pays ne sont pas des pays atlantiques. On a plutôt cherché l'appellation suivante, le processus des États africains atlantiques, ça va de soi. Ce qui complique un peu la donne pour ces 3 pays, c'est leur retrait de la CEDEAO. Autrement, on aurait pu trouver un cadre territorial unifié dans lequel ou à partir duquel l'action du Maroc pourrait conjuguer l'ensemble autour d'une problématique commune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette nouvelle donne. Mais du coup, il y a une alternative, c'est une reconfiguration. Voilà. C'est une reconfiguration de la région, de l'espace régional. Très bien. Alors, ce que je voulais dire par l'autre élément à prendre en considération, je laisserai de côté tout ce qui est conférence ministérielle sur la coopération halieutique, mais nous avons la CENSAD. C'est Khalid, il le sait très bien. C'est la communauté des États sahélo-sahariens qui aujourd'hui un peu oubliée après le départ de Kadhafi, qui a été créée en 1997 en grande pompe à l'époque. C'est un peu le recentrage africain de la Libye, après les sanctions Lockerbie. Le Maroc en est membre, vous savez, l'Algérie n'en est pas membre. Le Mali en est membre, Burkina, Niger, on a l'Égypte. Ce qui fait que cette reconfiguration, peut-être nous, dans les relations internationales, sociales, on essaie un peu de voir la dynamique à l'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de reconfigurer précisément et que son action est non seulement destinée à avoir des relations consolidées bilatérales avec chaque pays pris isolément, mais en même temps, Sa Majesté a encouragé l'action de l'AES. Évidemment, il offre les moyens et les compétences marocains pour pouvoir appuyer ce processus. Moyens financiers ? Y compris, aussi. Ça va de soi, ne serait-ce que pour aménager les voies et les moyens, pour avoir un accès direct. Donc ce qui fait que je crois il faut chercher une connexion avec déjà cette organisation qui est considérée par l'Union africaine comme étant une communauté économique régionale. Elle est donc élément essentiel dans l'architecture normative de l'Union africaine et ça permettrait peut-être au Maroc de reconsidérer son rôle et sa place au sein de cette institution. Aussi sur le volet sécuritaire. Absolument, absolument. Alors il y a un acteur majeur, pour reprendre les termes du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, c'était à l'occasion de sa rencontre avec son homologue mauritanien, c'était il y a tout juste un mois, et qui parlait d'un acteur important, essentiel de l'initiative royale atlantique, c'est la Mauritanie. Quel potentiel, quel est le rôle de la Mauritanie, quelle complémentarité avec la Mauritanie dans le sillage de cette initiative, de ce processus Afrique-Atlantique, professeur Chegraoui? Oui, alors, juste pour ne pas oublier la question de la CEDEAO, parce que parfois, juste pour être beaucoup plus précis, je pense que le Maroc n'essaie pas de reconfigurer totalement, mais il y a quand même des choses qu'il va falloir replacer dans leur contexte. Alors, parce qu'il ne s'agit pas de reconfigurer, d'oublier la CEDEAO, c'est une institution qui a bien marché, qui a fait quand même beaucoup de choses dans la région. Certes, ils n'ont pas su très bien gérer la situation, c'est quelque chose. La CEDEAO, la CENSAD, effectivement, ça a été quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, aujourd'hui, ça peine
à ressusciter quand même, parce qu'il y a quand même une sorte de mort cérébrale dont elle souffre. Et il faut énormément, parce qu'à l'époque aussi, ça marchait aussi avec beaucoup de fonds. Oui, bien sûr. Mais quand même, il y a quelque chose. Si je ne me trompe pas, la banque de la Sensad, elle est encore là. Alors, il y a quelques fonds, on peut toujours les redynamiser et les reprendre en activité. Et il y a pas mal de projets qui étaient à l'époque extrêmement intéressants à mettre en œuvre et qu'on pourrait toujours relancer. Voilà. Et je pense que le Maroc, dans ce cadre-là, il peut jouer un grand médiateur entre ces grandes entités. Que ce soit la CEDEAO, à laquelle, pour nous, qui est extrêmement stratégique et importante, et alors, il ne faut pas oublier que la paix au Sahel, c'est aussi la paix à la CEDEAO. Et aujourd'hui, tant que tant que les pays sahélo-sahariens souffrent d'une instabilité chronique et principalement liée au terrorisme, les pays de la CEDEAO ne sont pas à l'abri. Le terrorisme n'a pas de frontières. Il va falloir reprendre un peu les choses en main, rediscuter, s'asseoir à table et pouvoir trouver des solutions. Parce que le terrorisme est en train d'arriver à la côte atlantique. Bien sûr. À travers ces pays-là et à travers les ports même. Alors, ce qui est très important aujourd'hui, et là, vous me rappelez un sujet qui m'est extrêmement cher, la Mauritanie. La Mauritanie, ce n'est pas seulement un pont, ce n'est pas seulement un espace de passage. C'est un carrefour autour duquel vont se rencontrer un certain nombre de rapports, d'intérêts, ainsi de suite. L'expertise mauritanienne en ce qui concerne les espaces sahélo-sahariens, elle est extrêmement importante. Le rapport de la Mauritanie, culturellement, sociologiquement, politiquement, à ces espaces est extrêmement important. N'oublions pas que la Mauritanie avait fait à un moment donné le choix de quitter la CEDEAO parce qu'elle croyait beaucoup plus à l'humain. Malheureusement, cet humain ne marche pas. Et je pense qu'il est temps, et pour le Maroc, et pour la Mauritanie, de replonger et de repenser un peu leur profondeur africaine. Et je pense que dans ce cadre-là, et avec la situation d'aujourd'hui, parce que les relations sont au top, à un niveau extrêmement important entre la Mauritanie et le Maroc, je pense qu'à deux. Et là, on a déjà pensé à cela au niveau du Policy Center for the New South, on pense à un triumvirat africain qui est lié à cet espace. Maroc, Mauritanie et Sénégal. Trois grands pays liés par l'histoire, par la culture, par la religion et par beaucoup d'autres choses. Par la stabilité. Liés aussi par la stabilité, c'est un point commun. Et liés à ces pays-là. Parce que pour nous, et pour le Maroc, et pour l'initiative de Sa Majesté, l'initiative atlantique, il ne s'agit pas seulement d'un espace africain, c'est aussi un espace mondial et mondialisé. Comment le monde voit cet espace? Quels sont les intérêts du monde pour soutenir le développement de cet espace? Vous savez, c'est déjà on a quand même assez oublié l'Atlantique pendant une certaine période, du moment qu'on ne parlait que de l'Atlantique Nord, géré par le monde de l'Ouest, principalement par les États-Unis. Je pense qu'il est temps de repenser l'Atlantique Sud à travers nous, par nous, pour nous, et bien sûr, sans se fermer de ce monde. Parce que le monde s'intéresse à cet Atlantique. Quand on voit nos amis chinois et asiatiques, ils sont en train de s'y investir. Nos amis venant des pays du Golfe sont en train de s'y investir. Et je pense qu'il est tout à fait naturel que les Africains reprennent main dessus sur cet espace-là et le repensent autrement. Non pas en termes de frontières seulement étatiques liées à des espaces maritimes ou marins, liés à des espaces économiques d'exclusivité pour un certain pays, mais ce sont des espaces d'échange. Il faut dire aussi qu'on est de petits pays, on n'est pas de très grands pays, ni en population, ni en surface. Et l'intérêt de nous, c'est un peu échanger dans cet espace, produire. Et c'est là où les choses vont devenir beaucoup plus problématiques, c'est la question de l'infrastructure. Parce qu'on peut avoir un beau rêve, on peut avoir un très beau rêve, mais il va falloir revoir un peu nos infrastructures et pouvoir continuer. Et c'est là où le Maroc a bien commencé. Et je pense que notre association avec la Mauritanie ne pourra que être bénéfique pour le reste de ces pays et pouvoir un jour, moi j'aimerais bien qu'un jour, qu'on pense à un véritable chemin de fer. Qui ira de Tanger jusqu'à Niamey. Si le chemin de fer a fait la grandeur des États-Unis... Qui pourra être finançable
écoute, à travers peut-être les SFI, les sociétés de financement multilatérales. Il y a déjà des petits tronçons, il y a déjà eu des idées, il y a des plans, on a des gens qui peuvent penser, on a des entreprises qui peuvent construire, on a des partenaires de par le monde. Le monde est en train de changer. Donc, saisissons l'occasion de ce changement mondial, peut-être qu'il n'est pas trop multilatéraliste aujourd'hui, mais au moins le Maroc pense toujours au multilatéralisme. Et je pense que c'est la porte de sortie pour le continent africain. Et je pense que l'initiative Afrique Atlantique cristallise cette vision du Maroc, du multilatéralisme. Un mot de la fin, Zakaria Abou Dahab. Merci encore. Il y a quand même deux choses à ne pas oublier. La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer prévoit dans ses articles la possibilité, voire même le droit des pays enclavés d'avoir des accès aux mers pour qu'ils puissent exporter et importer. Deuxièmement, même tout à l'heure, quand j'ai cité la conférence ministérielle sur la coopération halieutique, elle prévoit d'ailleurs l'organisation, son siège est à Rabat. Parce qu'en réalité, je crois qu'il faut penser les choses de façon combinée, pas seulement les trois pays pris isolément, il faut un peu les conjuguer aux autres, mais en même temps faire des projections atlantiques, initiative américaine entre autres septembre 2023, prolongement du Maroc au niveau de l'Atlantique, cette fois-ci via l'Europe. Ceci dit, tout à l'heure, si Khalid, quand il a cité le port, entre autres, Douala, du Bénin, du Togo aussi, Lomé, on peut parler parfois, quand il y a des difficultés opérationnelles, non pas contourner, mais chercher des alternatives. Sa Majesté, quand il s'engage, réellement, c'est après des calculs qui ont été faits et après que, finalement, vérification, le projet s'avérait porteur et véridique. Ceci dit, je crois qu'il faut conjuguer le rêve à la réalité. Nous avons les moyens pour le faire et cette initiative, je pense qu'il faut la saluer. La saluer et la mettre en œuvre, oui. Associons-les plus. Associons ces gens. Ne faisons pas l'erreur d'oublier de temps à autre. C'est bien de rêver, mais associons-les. De rêver ensemble, en fait. Rêvons ensemble et proposons des choses réalisables ensemble. Absolument. On a des ports sur la mer, créons des ports secs à l'intérieur de ces territoires. Une nouvelle démarche logistique, voilà. oui. Avec cette belle métaphore, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Khalid Chgraoui, d'avoir enrichi le débat et surtout avec ces références précieuses de l'histoire avec un grand H dont vous êtes féru, on le sait bien. Et merci à vous aussi, professeur Zakaria Abou Dahab. Avec plaisir. C'est toujours une valeur ajoutée inestimable que de vous avoir. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.